On va creuser 12 tombes ici. Et 9 de plus, là-bas. Ce cercueil qui n'a pas de famille, on va le mettre ici. James est fossoyeur depuis 9 ans à Villa Formosa, le plus vaste cimetière de Sao Paulo. Depuis 3 semaines, lui et ses collègues creusent 200 tombes par jour. On ne veut pas être pris par surprise. Demain, on peut recevoir 400 corps et ne pas savoir où les mettre. C'est pour ça qu'on fait tout ça. J'espère vraiment que ces tombes qu'on creuse ne seront pas utilisées. Mais si les gens ne respectent pas la quarantaine, malheureusement, elles seront bientôt pleines. Au Brésil, la ville de Sao Paulo est l'épicentre de la pandémie de coronavirus, avec 4000 morts en 2 mois. La cause de ce décès reste à déterminer. On attend les résultats. C'est une suspicion de Covid. Il y a beaucoup de cas comme ça. À confirmer. Toute la journée, c'est un défilé incessant de familles en deuil. La mise en terre dure 5 minutes à peine. Combien de vous? Oh, vous 3, venez avec moi. Adilson est venu enterrer l'un de ses amis. À cause du risque de contagion, il n'y a ni prêtre, ni cérémonie religieuse. Mettez-vous de chaque côté. 5 personnes maximum autour de chaque cercueil. Je n'ai pas les mots. Ne pas réussir à organiser une belle cérémonie pour une personne que vous aimez, c'est la pire des choses. C'est tellement rapide. C'est très triste. Quand on a récupéré le corps, il était dans un sac. Marina vient de perdre son père, âgé de 68 ans. Sa mère est contaminée elle aussi par le virus. Mon père était quelqu'un de très simple. Il a travaillé toute sa vie. Il était retraité et ma mère dépendait de lui. Elle était femme au foyer, mais maintenant elle est à l'hôpital et elle ne sait même pas qu'il est mort. On va devoir lui annoncer la nouvelle. Je suis désespérée. Fin de journée pour James et son collègue Osni. Après 70 enterrements, 2 fois plus qu'avant le début de l'épidémie. C'était dur aujourd'hui. On a creusé presque 200 nouvelles tombes. Le coronavirus a déjà fait 14 000 morts. Pour autant, beaucoup de Brésiliens ne prennent pas encore la mesure du drame qui frappe le pays. Regarde le nombre de gens. Je n'en reviens pas. Il y a beaucoup de monde, on dirait qu'il n'y a pas d'épidémie. Presque personne ne porte de masque. Le Brésil est divisé. D'un côté, les gouverneurs et les maires des grandes villes. Ils ont décrété le confinement depuis fin mars pour limiter le nombre de victimes. De l'autre, le président Bolsonaro, qui défend un retour à la vie normale et minimise la gravité de la maladie. Moi, j'ai été un athlète. Donc même si j'étais infecté, je n'aurais pas besoin de m'inquiéter. Ce n'est qu'une petite grippe, un petit rhume. Depuis le début de l'épidémie, Jair Bolsonaro, président populiste issu de l'extrême droite, multiplie les bains de foule. Je suis désolé pour les victimes, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Pour lui, la préservation de la santé économique du pays prime sur tout le reste. La vie doit continuer. Les emplois doivent être préservés. Mais jour après jour, le pays s'enfonce dans le chaos. Le système public hospitalier brésilien est saturé depuis des semaines. À Sao Paulo, ville de 12 millions d'habitants, 1500 malades du Covid sont hospitalisés en unité de soins intensifs. Le plus grand hôpital de la ville ne compte que 50 de ces lits. Ils sont tous occupés depuis début avril.
Hier soir, cette patiente allait un peu mieux. Nous avons modifié son traitement. Vous avez réduit les doses? Oui, mais ce matin, on a dû augmenter de nouveau. Son cas est très grave, très très grave. Mais entre hier et aujourd'hui, il y a eu une amélioration. Tension sur les lits, mais aussi manque de matériel médical, notamment de tests. Si officiellement le Brésil dénombre 150 000 personnes infectées, la réalité serait bien supérieure, selon le professeur Jacques. C'est évident que le nombre de cas est sous-estimé. Nous n'avons pas assez de tests pour tout le monde. Donc il est impossible de tout comptabiliser. Il y a plein de gens en train de mourir sans avoir été diagnostiqués. Et parmi eux, il y a énormément de cas de Covid, c'est certain. Le bilan des décès pourrait s'avérer 5 fois plus lourd que ce qu'annoncent les chiffres officiels, soit 50 000 morts. Les plus exposés, les habitants des favelas. À Santa Marta, un quartier de 7000 habitants accroché aux collines de Rio, Thiago, guide touristique avant l'épidémie, se charge de désinfecter les maisons des personnes âgées. La situation des égouts ici est catastrophique. On paye les impôts pour l'eau, pour le traitement des déchets, mais on se retrouve avec une décharge à ciel ouvert. Donc imaginez le coronavirus, le manque d'eau et une décharge. Ça fait beaucoup de problèmes. La saleté et la promiscuité. Regardez, si on se croise, comment voulez-vous respecter les distances de sécurité? Là, il y a une maison, là aussi, juste une au-dessus, en dessous. On vit les uns sur les autres. La proximité est inévitable, donc forcément, le virus circule plus rapidement. Dans la petite communauté, chaque jour, de nouveaux cas suspects. Salut, ta mère est là? Thiago s'est fixé pour mission d'identifier les malades du Covid. Sa voisine est souffrante depuis plus de 10 jours. Tu as des courbatures? J'ai un peu moins mal, mais je suis très fatiguée. Juste en bas, une dame est malade. Ça fait 2 semaines qu'elle est au lit. D'accord, je vais aller la voir. Il y a une autre malade là-bas aussi. Les favelas, premières victimes du virus, mais aussi de la crise économique. Avec le confinement, beaucoup d'habitants ont perdu leur emploi. Des petits boulots au noir qui n'ouvrent pas droit au chômage. Même ceux qui travaillent encore peinent à s'en sortir, faute de clients. Salut mec! Le courant est revenu? Non, toujours pas. Après 9 h, il n'y a plus d'eau. On leur a déjà demandé de réparer, mais personne n'est venu. Enaldo, l'épicier du quartier, a sollicité une aide d'urgence délivrée par le gouvernement. 100 € par mois, soit la moitié du salaire minimum. Depuis le début de la crise, 800 000 Brésiliens ont perdu leur emploi. À Rio de Janeiro et à São Paulo, capitale économique du pays, des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain. Reculez! Plus d'espace entre vous! C'est pour votre santé! Plus d'espace! Ils ne peuvent plus compter que sur les distributions de nourriture et de kits d'hygiène. Tiens, il me reste un peu de mon petit déjeuner si tu veux. Il y a encore une semaine, Vanderlei, 56 ans, vivait dans une petite maison en banlieue. Il a perdu son travail et ne pouvait plus payer son loyer. C'est une nouvelle expérience pour moi. Il faut être solide dans sa tête pour supporter cette galère. Toutes mes affaires tiennent dans cette valise maintenant. Moi qui avais une maison, regardez le résultat. Représentant de commerce indépendant, Vanderlei vendait des caméras de sécurité et gagnait 500 € par mois.
Regardez, c'est avec cette machine que je faisais payer mes clients. C'était mon outil de travail. J'espère que les choses vont revenir à la normale pour que je puisse recommencer à gagner ma vie. J'ai perdu énormément de choses. Je n'ai plus que ma dignité et de l'espoir. Pour le reste, je n'ai plus rien. Divorcé, Vanderlei a 2 enfants, un fils et une fille, âgés de 8 et 13 ans, à qui il n'a rien dit de sa descente aux enfers. Coucou papa. Mon chéri, comment tu vas? Bien. Tu t'amuses bien à la ferme? Oui. Profite bien alors, et prends soin de toi. Oui, je porte même un masque. C'est vrai? Très bien. Que Dieu soit avec toi. Papa vous aime. Gros bisous. Je ne veux pas qu'ils sachent que je dors dans la rue, car ils sont trop petits pour le comprendre. Ça serait trop difficile pour eux. À cause de l'épidémie, le pays est à genoux. En 2020, le Brésil pourrait connaître une croissance négative de 5%. Un argument que mettent en avant ceux qui veulent lever le confinement pour sauver l'économie. Ce sont pour la plupart des inconditionnels du président Bolsonaro, souvent issus des classes populaires ou des petits commerçants. Alors que Rio est officiellement ville morte, dans ce quartier, cette boutique d'impression graphique reste ouverte. À sa tête, Ricardo, un corona-sceptique. Je travaille sans masque. Personne ne nous y oblige. Ce n'est pas une loi. Ricardo ne craint pas le virus, plutôt la faillite. Ici, on est 4 frères et sœurs à dépendre de cette entreprise. On ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir tenir. Combien de temps on va pouvoir continuer à payer les factures? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Bonjour. Comment ça va? Il y a du mouvement dans l'immeuble? Non, tout à l'arrêt. J'ai croisé presque personne. Tout est fermé, c'est horrible. Pour payer le loyer et les salaires de ses 8 employés, aujourd'hui en vacances forcées, Ricardo doit trouver plus de 5 000 €. Alors il reste ouvert, coûte que coûte. Je ne pense pas qu'ils puissent nous mettre une amende. Au pire, s'ils s'en rendent compte, ils me demanderont de fermer. Donc vous faites partie des gens qui ne respectent pas la quarantaine? Je ne respecte rien. Vous en êtes fier? Il faut travailler. Pas vrai, mon gars? C'est risqué et c'est illégal, mais c'est nécessaire. Avec d'autres petits patrons, il a lancé un mouvement anti-confinement qui prend de l'ampleur. Je vais mettre ces banderoles sur les escaliers de la Chambre des députés de l'État de Rio. Je veux laisser un message. Le commerce ne peut pas s'arrêter à cause d'une maladie. On a déjà eu tellement de virus. Celui-ci n'est qu'un de plus, selon moi. Ce bandit doit partir! Ricardo et ses amis demandent la démission du gouverneur de Rio qui a imposé le confinement. L'économie était en train de se remettre lentement d'une période difficile. Et maintenant, notre gouverneur a tout fait fermer. Donc on est venu manifester pour réclamer nos droits constitutionnels, se déplacer librement et travailler sans dépendre de l'État. Dans la foule, des petits patrons, mais aussi des employés, des ouvriers. La base populaire de Jair Bolsonaro, élue avec 55% des voix il y a 2 ans. Maria Inés, 59 ans, et de toutes les manifestations. Le gouverneur ne vaut rien, absolument rien. Il veut détruire Rio. Mais nous sommes la résistance. Nous n'allons pas le laisser faire. Elle vit dans la banlieue nord de Rio. Avant l'épidémie, elle était femme de ménage et gagnait 200 € par mois. Je prends une veste, je risque d'avoir froid dans le bus.
Elle se prépare pour une autre manifestation, cette fois à Brasilia, la capitale fédérale. Elle espère y voir son héros, le président Bolsonaro. Je ne sais pas si Bolsonaro sera à la manifestation. S'il vient, ce sera génial. Dans tous les cas, moi, j'y serai. Sa fille, Ana Clara, 14 ans, est lycéenne. Elle ne partage pas du tout son enthousiasme. Je suis inquiète. Elle fait partie du groupe à risque. Elle a de l'hypertension, elle a des problèmes respiratoires. Elle va voyager en plein milieu d'une pandémie. Et si elle ne revient pas, je saurai pourquoi. Tu toucheras ma pension? Mais ça va, je me porte bien. Imagine, c'est comme si on était en plein cœur d'une épidémie de peste et que tu sortais dans la rue. C'est très grave. C'est pas une blague. C'est compliqué, c'est tout le contraire de ce que je pense. De toute façon, tout le monde va l'attraper. Il faut qu'on l'attrape tous pour acquérir des anticorps. Je suis désolée pour tous les gens qui meurent, mais malheureusement, ils meurent surtout à cause du système de santé qui est saturé. Direction Brasilia, à plus de 1200 km de Rio. Un voyage de 20 heures que Maria Inés a payé 50 €, un quart de son salaire mensuel. Chaque dimanche, des milliers de Brésiliens se retrouvent devant le palais présidentiel pour dénoncer le confinement et soutenir le président. C'est la première fois que Maria Inés y participe. Salut, comment tu vas? On est des patriotes. C'est un de mes amis. On est des guerriers. On vient défendre notre président. Il a été élu démocratiquement. Maria Inés cherche le bon endroit pour apercevoir le président. La foule est dense. Personne ne respecte les gestes barrières. Le président arrive. Je vais tenter de le voir. C'est pas sûr que j'y arrive. Aucun président n'ose faire ce qu'il fait. Lui, il vient tout près. Il s'en fiche. Regardez, il arrive. Dieu te bénisse, Jair Bolsonaro. La scène est filmée par l'équipe de communication du président et retransmise en direct sur le net. Comme à son habitude, Jair Bolsonaro jette de l'huile sur le feu. Tous les Brésiliens veulent reprendre le travail. Les gouverneurs détruisent les emplois avec la quarantaine. C'est inadmissible. Le prix à payer va être très élevé. La faim, le chômage, la misère. Combien de ces manifestants repartiront chez eux porteurs du virus? Je suis sûre que personne ici ne sera malade. Vous n'avez pas peur de propager le virus? Si quelqu'un meurt, c'est qu'il devait mourir. Rien n'arrive par hasard. Si quelqu'un tombe malade après être venu aujourd'hui, ce ne sera pas notre faute. Au moins, cette personne sera morte en combattant. Au Brésil, plus de 700 personnes meurent chaque jour du coronavirus. La cote de popularité du président, elle, reste stable. La moitié des Brésiliens disent aujourd'hui lui faire confiance. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Allez, on y va. Il n'y a personne. Allez-y, allez-y. São Paulo, 23 heures. Ces travailleurs pauvres, sans logement, prennent d'assaut un hôtel désaffecté. Barricade! J'ai entendu une voiture de police. Il y a une voiture de police qui arrive. Faut faire les barricades! Une opération parfaitement orchestrée. À un détail près, qui n'échappe pas aux policiers. Laissez sortir l'agent de sécurité. Non, il est déjà dehors. Non, il est à l'intérieur. J'ai plus qu'à appeler mon patron. S'ils ne le laissent pas sortir, les squatteurs seront accusés de séquestration. Écoute, nous sommes des travailleurs, tu n'as pas à t'inquiéter.
Il faut patienter 5 minutes. On te dira quand tu pourras y aller, d'accord? C'est la première fois que je vois ça. Je me suis rendu compte de rien, tout était calme. Il va sortir. Tu vas sortir, d'accord? Mais là, tout de suite, c'est pas possible. Comment faire sortir le gardien sans que les policiers n'en profitent pour rentrer? Allez, toi, viens ici. Viens. Éloignez vos hommes et nous ouvrons la porte. Le gardien finit par s'extirper. Écoutez-moi, putain. Écoutez-moi. Y a-t-il d'autres employés à l'intérieur? Il y a des hommes et des personnes âgées à l'intérieur, n'est-ce pas? Ok, du coup on ne va pas intervenir, d'accord? Les squatteurs remportent la première manche. Je suis super émue. Je n'ai pas grand-chose, vous savez. D'être là avec mes enfants, ma belle-fille, mes petits-enfants. C'est tellement d'émotions. Je suis tellement heureuse. São Paulo, 12 millions d'habitants. L'une des plus grandes villes au monde. L'une des plus inégalitaires aussi. Au pied des tours peuplées de millionnaires, la capitale économique du Brésil n'a jamais compté autant de sans-abri. Leur nombre a été multiplié par 2 depuis la pandémie. En majorité, des travailleurs pauvres poussés à la rue par le chômage et la hausse des loyers. Partout, des campements sauvages comme celui-ci fleurissent. Pour ne pas s'exiler dans les favelas à plus d'1 heure du centre-ville, ils sont de plus en plus nombreux à envahir des bâtiments inoccupés. 73 000 familles ont déjà fait ce choix. Les travailleurs sans toit, comme on les appelle au Brésil, occupent 300 bâtiments en ville. Des squats qui, pour certains, durent depuis des années. Dans l'hôtel désaffecté, les squatteurs se réveillent, encerclés par la police. Il y a 10 policiers, 5 à gauche et 5 à droite. Ils ont l'air assez détendus. Ils rigolent. Kelly, vendeuse ambulante, est l'une des responsables du collectif de travailleurs sans toit qui a lancé cette occupation. Dans les prochaines 48 heures, la police a le droit de lancer une intervention pour nous faire quitter les lieux. C'est pourquoi nous sommes tendus, inquiets. Mais passé ce délai, nous ne pourrons plus être expulsés. Il faudra le mandat d'un juge pour le faire. Nous allons vous demander de participer à la bataille. Le collectif auquel appartient Kelly occupe déjà 7 bâtiments à São Paulo. Les femmes et les enfants, montez et mettez-vous aux fenêtres. Montrez que vous êtes là. Criez le squat n'est pas une affaire de police, pas de femmes sans logement. Mais criez avec toutes vos forces, parce que nous sommes là pour lutter. Pas de femmes sans logement. Au 3e étage, nous voulons une habitation. Ingrid a 26 ans. Elle est mère célibataire. Le fait que les enfants soient là, ils nous respectent plus. Il y a moins de risques qu'ils interviennent. C'est pour ça qu'on crie aux fenêtres avec nos enfants. Ingrid s'est installée avec ses 3 enfants dans cette ancienne suite de l'hôtel, comprenant 2 pièces et une salle de bain. Ne pleure pas. Elle a quitté sa région natale, au nord du Brésil, il y a 1 mois, dans l'espoir de trouver du travail. Ici, ce sera la chambre pour mes enfants. Là-bas, les toilettes. Nous allons mettre un petit placard. Et là, ce sera le salon et la cuisine. Un petit salon et une petite cuisine. On fera comme ça, si Dieu le veut. Et là, il y aura la cuisine. Vous aimez votre nouvelle maison? Oui. Vous voulez rester ici? Oui. Fais attention à tes doigts.
L'électricité n'a jamais été coupée. Il y a de l'eau dans notre cabane. Regarde, il y a de l'eau qui coule. L'eau froide non plus. À part ça, tout reste à faire pour rendre l'appartement habitable. Comme tous les autres occupants, fais attention aux trous. Ingrid devra financer elle-même ses travaux, au risque de tout perdre si elle est expulsée. On est très angoissés parce qu'on a peur de se faire expulser et de se retrouver à la rue. Vous m'imaginez à la rue avec mes 3 enfants sans savoir où aller? Je n'ai pas de famille ici, pas de parents. Ingrid ne paie pour l'instant aucun loyer, mais devra à terme régler une cotisation équivalente à 30 €, 10 fois moins que les loyers les plus abordables du quartier. Cet argent permettra au collectif de remettre en état le bâtiment. Il financera la solidarité entre les différents squats. Vas-y, envoie. C'est bon, j'ai. Et voilà, on a du gaz. Ils nous ont envoyé du lait et de la viande. En attendant que chacun ait de quoi cuisiner, les habitants se relaient pour préparer des repas collectifs. Il est où mon briquet? Viens ma jolie, ça va te changer la vie, tu vas voir. Tu es sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz? Tu ne veux pas prendre une éponge avec un peu de savon pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite? C'est très dangereux. Faut savoir le faire, sinon ça peut exploser. C'est pas simple. Mais grâce à Dieu, la rue nous apprend beaucoup. S'ils font particulièrement attention au gaz, c'est que personne ici n'a oublié le drame survenu en 2018. Un départ de feu, dans un squat similaire, ravage la totalité de l'immeuble. « 200 familles habitaient ici. 9 personnes y ont perdu la vie. Pour qu'un tel drame ne se reproduise pas, le collectif qui occupe l'hôtel a désigné parmi les squatteurs des responsables de la sécurité. Ici, il va falloir changer toute l'électricité. Il y a trop de risques de court-circuit. Ça, c'est du bidouillage. Il y a 4 ans, le propriétaire des lieux lance des travaux pour transformer cet immeuble en hôtel de luxe. Là, il n'y a aucune protection. Il n'y a plus de vitres. Mais le chantier est interrompu. L'immeuble déserté. Il est hors de question qu'une mère s'installe ici avec ses enfants pour l'instant. Sur les 18 étages de l'hôtel, les squatteurs vont en condamner 13. Deux jours plus tard, les 48 heures durant lesquelles les policiers pouvaient intervenir sont écoulées. Les squatteurs entament les premiers travaux. Mais dans cet immeuble insalubre, les conditions de vie restent précaires. Les enfants ont des problèmes respiratoires. C'est à cause de la poussière, comme une allergie. Pour apaiser les bronches, un seul inhalateur, que se partagent près de 100 familles. Et un coup de balai pour humidifier le sol et empêcher la poussière de s'envoler. La plupart des vêtements sont sales. On n'a pas de machine à laver. C'est compliqué. Je lui ai donné un médicament. Je lui ai fait un lavage de nez. Là, ça va mieux. Mais hier, ça n'allait pas. Pour faire la toilette des enfants, tu y vas maintenant? Ingrid est obligée de descendre au parking, là où se trouve la seule douche avec eau chaude du bâtiment, collée à des toilettes bouchées depuis plusieurs jours. Quelqu'un a dû casser quelque chose ici. Il y a des morceaux de verre partout. Bon, on va voir si la douche fonctionne. Tu aimes prendre ta douche ici? Pourquoi? Parce que ça sent mauvais. Ce n'est pas simple. De telles conditions, c'est nouveau pour moi. C'est difficile.
Maman, tu peux m'aider? Je puise de la force dans mes enfants. Je fais tout ça pour eux. Malgré la misère, Ingrid fait tout pour que ses enfants ne se sentent pas différents des autres petits Brésiliens. Elle est où ma brosse? Agatha, repose-moi ça. Tiens, elle est là ta brosse. Il y a un mois, en arrivant à São Paulo, la jeune femme s'est installée provisoirement dans un autre squat du quartier et a immédiatement inscrit Eila, 7 ans, à l'école. La directrice est au courant de notre situation, mais pas les enfants. Les autres, ils ne me posent pas de questions sur ma vie. Et s'ils posent la question, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire qu'on habite dans une très belle maison. Une grande maison. Tu as peur qu'ils se moquent de toi? Pour Ingrid, qui n'a connu que les écoles des quartiers pauvres, ce squat est l'occasion inespérée de scolariser ses enfants dans les écoles plus favorisées du centre-ville. Hé, mais là, c'est mon école! Eh oui, c'est génial! Vous n'aurez pas à marcher beaucoup. Bon après-midi. Au revoir, maman. C'est important, l'école. Parce que je veux qu'elle ait accès à ce que je n'ai pas eu. Elle dit qu'elle veut devenir avocate. Je vais me battre pour que ses rêves se réalisent. Ingrid a quitté le père de ses enfants suite à des violences conjugales. Pour tenter sa chance à São Paulo, elle a emprunté 200 € à sa famille, mais n'a presque plus un sou en poche. Bonjour, je peux vous laisser mon CV? Mais bien sûr. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ici, en travaillant comme serveuse, elle peut gagner 500 € par mois, l'équivalent de 2 fois le salaire minimum au Brésil. Bonjour, je vous amène mon CV. Qu'est-ce que vous savez faire? Un peu tout. Vous savez cuisiner, laver, repasser? J'étais femme de ménage, j'ai travaillé dans des bars. Il y a un restaurant Rua Augusta où ils cherchent du monde. Il faut monter un peu plus haut à un pâté de maison, je pense que vous trouverez là-bas. Merci beaucoup. Là d'où je viens, il y a beaucoup de chômage, de concurrence. Ici, on sent qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Une semaine plus tard, la jeune femme sera embauchée dans un restaurant du quartier. Si Ingrid s'accroche, d'autres habitants du squat abandonnent dès le 3e jour d'occupation. Maria a elle aussi été victime de violences conjugales. Issue de la classe moyenne, elle a quitté le domicile familial avec ses 2 enfants à l'issue du confinement. Mes enfants ne veulent plus rester. Ils sont fatigués, ils veulent partir. C'est quand même un peu terrifiant. À cause de la police, on a un peu peur. Les gens, ils sont plutôt cool. Le souci, c'est le confort. Il n'y a pas de porte, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Il n'y a pas de douche. Pas d'évier. C'est pas terrible. La promiscuité crée des tensions. Nous aussi, on sait respecter les autres. Cette femme n'a pas supporté de se faire doubler par des hommes à la douche. Je comprends, mais on lutte pour la même cause. On est unis par la même cause. Si toi tu pars, tout le monde finira par partir. Il faut un peu plus d'union si on veut aller au bout de cette lutte. C'est normal d'avoir des difficultés. Dites aux gens qu'il faut rester si on veut résister. Près d'un tiers des squatteurs sont déjà partis. Ça craint là, tout le monde part. Le combat ne fait pourtant que commencer. Cet homme au téléphone est le propriétaire du bâtiment. Un riche homme d'affaires qui n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Ce jour-là, il a obtenu du tribunal un avis d'expulsion. Faut que vous signiez ici.
C'est une procuration pour qu'un avocat commis d'office procède à votre défense. Pour faire appel de cette décision, le collectif compte plaider le fait que ce bâtiment était inoccupé. Selon la constitution brésilienne, chaque immeuble doit avoir une fonction sociale. On est très préoccupés. On est sur le front depuis le début. C'est révoltant. Il y a tellement de familles ici, tellement d'enfants. Ils vont tous finir à la rue. Les squatteurs prétendent que le propriétaire ne payait plus les charges de l'immeuble. Dans ces conditions, selon eux, le droit à un logement digne l'emporte sur le droit de propriété. Ils nous soutiennent beaucoup. Heureusement qu'ils sont là. Nous, le droit, on n'y comprend pas grand-chose. Ce bras de fer judiciaire ne tourne pas toujours à l'avantage des squatteurs. À l'autre bout de la ville, une dizaine de familles sont évacuées en présence des propriétaires, cet homme en polo bleu et sa sœur en marinière. Madame, non mais ça sert à rien de l'écouter. allez en enfer. J'espère que vous avez conscience que des enfants vont dormir à la rue à cause de vous. Tout ça pour un immeuble abandonné qui ne servait à rien. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande de vous éloigner. J'étais tranquille avec mon fils et ils ont dit qu'il fallait qu'on parte tout de suite. Et on va où maintenant? Pourquoi ils ne l'ont pas dit 24 heures avant, comme ça on pouvait s'organiser? En plein repas, on nous expulse. Ce bâtiment était loué à un restaurateur qui a fait faillite durant la pandémie. Il n'est resté vide que quelques semaines. Le propriétaire prétend avoir toujours payé ses charges. C'est mon père qui a construit cet immeuble. Il est arrivé d'Italie les poches vides après la guerre. Il a travaillé dur pour construire ce bâtiment. On était en pleine négociation pour le vendre. Du coup, à cause des squatteurs, la négociation est tombée à l'eau. Sous les yeux de l'avocat du propriétaire, femmes et enfants quittent les lieux, sans aucune solution de relogement. Le droit au logement doit être garanti par l'État. Évidemment, ce n'est agréable pour personne ce qui se passe ce soir. Mais ce n'est pas à mon client, avec son immeuble, de résoudre le problème du logement au Brésil. Allez, viens. Allez. 2 mois après le début de l'occupation, l'hôtel d'Ingrid est lui aussi évacué. Les policiers remettent à la rue une centaine de personnes, dont Ingrid et ses enfants. Depuis, la jeune femme a été relogée par le collectif. Et voilà, je suis dans un nouveau squat. Ils nous ont trouvé une chambre ici. Dites bonjour. Bonjour. Et voilà la plus belle, Ayla. Qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle maison? Super. Tu l'aimes bien? Dans de rares cas, le cauchemar des travailleurs pauvres se transforme en rêve. Cet immeuble, qui semble flambant neuf, était un squat pendant près de 10 ans. Ligia y a vécu. Bonjour. Ça va, Maria? Oui, et toi? Ici, on aura bientôt un salon commun. On pourra y organiser nos assemblées. Oui, des fêtes, recevoir du monde. On va monter par l'ascenseur. Il y a 2 ans, le bâtiment a été racheté par la mairie. 176 logements y sont en cours de rénovation. Le collectif des travailleurs sans toit a fait valoir qu'il entretenait cet immeuble depuis des années. Il a obtenu que tous les appartements soient attribués aux anciens squatteurs. Ligia est chargée de l'inspection des travaux. Ici, il faut reprendre les finitions. Ça, il faut refaire la finition avec la même peinture. J'essaye d'être la plus précise possible, parce que je ne veux pas que les familles aient des problèmes en arrivant. Ligia est éducatrice. Elle élève seule son fils. En guise de loyer, elle paiera 10% de son revenu, soit 45 € par mois.
Au bout de 10 ans, l'appartement lui appartiendra. Elle l'aura payé 5 000 €, 10 fois moins que le prix du marché. Je rigole toute seule. Je me dis que je n'apporterai pas mes meubles ici, parce que je ne veux pas emmener les cafards qui viendront avec. C'est un rêve. J'ai l'impression d'être en train de rêver. Aujourd'hui, je réalise que ces années de lutte en valaient la peine. La mairie de São Paulo ne finance qu'un projet comme celui-ci par an. Dans cette ville, il manque 1 million de logements sociaux.